rester ici à cause du long voyage et parce que Paul Biya nous a habitués à la fainéantise, mais on va se faire violence et tenir debout. Merci la Belgique, merci Mons. C'est un pays petit en taille, en superficie, mais qui travaille beaucoup. Je pense que si je dois le comparer à mon fief historique, l'Allemagne, la Belgique c'est un autre monde. Si je dois la comparer à mon fief parallèle, la France, la Belgique fait presque autant en termes de mobilisation, en termes d'événements, en termes de... Voilà. Je ne vis pas ici, je n'ai pas d'attache ici, mais je suis ici très souvent. J'ai déjà fait on a fait plusieurs d'ailleurs à Bruxelles, une fois à Charleroi également, et maintenant nous voici à Mons. Félicitations en tout cas à la région Benelux de manière générale, au département, félicitations à tous les membres, à tous les responsables MRC qui sont ici. Ce serait long de les féliciter individuellement, mais le travail que vous abattez est exceptionnel. Franchement, j'ai parfois l'impression juste de profiter des fruits, de venir et de m'incruster dedans pour tenir une analyse, un speech, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Je suis aussi heureux de voir mon cher Gangan ici. Il se déplace beaucoup. On s'est vu à Genève il n'y a pas longtemps, à Berne, en Suisse, il y a quelques mois, le 8 mars. On se voit assez souvent et moi qui ai l'habitude de me déplacer, je dois reconnaître que c'est lui qui se déplace. Et ce n'est pas évident. Il faut mettre sa famille entre parenthèses, il faut mettre des fonds, il faut mobiliser des fonds, il faut engager énormément de choses. Le sacrifice, ça demande vraiment de savoir ce pourquoi on se mobilise. J'ai appris qu'il y avait une soirée aujourd'hui, et c'est clair que même si je suis heureux de la mobilisation qu'il y a actuellement, je sais que tout le gros de la population camerounaise de Charleroi va se retrouver là-bas tout à l'heure. J'ai même ouï dire que c'est une soirée dédiée à l'intelligence, et à un moment donné, je me suis gratté la tête en me disant que comment boycotte-t-il ici le salon de l'intelligence pour honorer l'intelligence dans le cadre d'une soirée. Donc voilà, une fois les remerciements faits, je ne vais pas me présenter, chers frères. Il n'y a rien à dire à mon sujet du tout. En allemand, on dit « Ich bin niemand ». Je ne suis personne. Je n'ai jamais fait ça. Je ne me présente jamais. Il n'y a rien, absolument rien d'intéressant à dire à mon sujet. J'ai souvent l'habitude de venir essayer de véhiculer les idées qui sont les miennes, parce que ce qui reste des hommes, ce ne sont pas leurs biographies, ce sont leurs idées. Ce sont les choses qu'ils ont accomplies de leur vivant, ce sont les choses qu'ils ont écrites ou les choses qu'ils ont pensées. Donc aujourd'hui, je vais partager mes pensées. Dans un premier temps, dans le cadre du MRC qui nous rejoint aujourd'hui, et dans un second temps, dans le cadre personnel, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, mais je vais le faire à titre exceptionnel parce que, étant donné la conjoncture politique dans laquelle nous nous trouvons, je suis allé m'adresser à notre cher président, où j'ai pris une petite liberté de lui exprimer ce qui était mon opinion personnelle par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et puisque qui de droit est déjà au courant, je me suis dit, il n'y a aucune raison de ne pas partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer par le commencement. Quand je disais que je félicite la MRC, ce n'étaient pas des paroles en l'air. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Je trouve que notre parti a tout bien fait. C'est-à-dire, à l'image de Mahatma Gandhi, on a montré que la vertu, le droit, les valeurs, la justice, ça va bien au-delà de la violence militaire, de la violence policière, de la brutalité du tribalisme et de tous les mécanismes sauvages que Paul Biya a mis sur pied pour compliquer la vie de ses opposants, en l'occurrence ses opposants principaux, que nous sommes. Nous les avons poussés effectivement dans leur dernier retranchement et nous sommes restés le parti de l'heure. Je dis ça parce que justement, lorsqu'on a boycotté les élections de 2020, beaucoup voyaient cela d'un mauvais œil, beaucoup se disaient qu'on allait disparaître, que la MRC serait de l'histoire ancienne très rapidement et que c'était précisément l'erreur du millénaire de ne pas aller aux législatives et aux municipales. Nous leur avions dit quelque chose à l'époque qu'ils n'avaient pas cru. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était la vérité. On leur avait dit une phrase simple.
La politique, c'est la science de l'engagement quotidien. La politique, c'est la science de l'engagement quotidien. On appelle cela l'émulation quotidienne. La politique n'est pas une science électorale. On ne fait pas de politique parce qu'on va aux élections. C'est faux. On ne fait pas politique parce qu'on a des élus à l'Assemblée. C'est faux. Les grands héros historiques de la politique, les militants de droits de l'homme, les indépendantistes dans tous les pays du monde étaient pour la plupart des gens qui n'appartenaient pas à un parti politique ou alors qui n'étaient pas à une assemblée ou à un sénat ou à un conseil régional avec leur parti politique. Donc la politique, ce n'est pas quand je suis dans une administration ou quand je suis à l'assemblée uniquement. Ça, c'est un pan de la politique, c'est la politique administrative, la politique régalienne, la politique écrite, la politique de direction. Mais sinon, il y a la politique de tous les jours. Tous les actes que nous commettons sont des actes politiques. En arrivant tout à l'heure à la gare de Mons, j'ai vu les superbes. Moi, j'avais en tête un village perdu au fin fond de la Belgique, et là, je vois un superbe monument aux allures de vaisseau spatial, et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Comme je me trouvais dans l'obligation d'attendre ceux qui venaient me récupérer, j'ai pris le temps de faire quelques recherches. Et là, on découvre que la gare de Mons est le résultat d'une politique. Les pouvoirs publics ont mis 37 millions d'euros à disposition pour refaire la gare. Ils ont appelé un architecte compétent, un architecte espagnol, pour venir faire le travail. On a choisi le meilleur d'entre eux. Il paraît que c'est aussi lui qui a dessiné la gare de Liège, M. Santiago Calatrava. Et on s'est rendu compte qu'en raison des difficultés au niveau du terrassement, au niveau du relief, au niveau de l'aménagement des alentours, finalement, les coûts seront bien au-delà de ce qui était prévu. Et du coup, on s'est retrouvé de 37 millions à 480 millions, c'est-à-dire presque 15 fois plus. Ne criez pas au scandale. La différence avec un certain pays que je ne vais pas citer ici pour ne pas énerver les Camerounais, c'est que la gare, au moins, on la voit évoluer, on voit le résultat après. Donc c'est pour dire que c'est une décision politique. Même celui qui pense ne pas faire politique profite de la gare de Mons. Ça signifie que tu ne fais pas politique parce que tu ne fais pas politique et que dans ta tête que tu penses que tu ne fais pas politique. Tu fais politique tous les jours. L'impôt que tu payes pour qu'on fasse la gare, c'est un acte politique. La plainte que tu énonces parce que finalement, on t'oblige à payer davantage d'impôts pour finir la gare, c'est un acte politique. Donc en gros, on fait la politique à n'importe quel moment, on fait la politique tous les jours. Et le MRC avait montré qu'en boycottant les élections, il ne va pas disparaître, car il a compris ce qu'est la politique. Contrairement aux autres partis ou aux autres visions du monde qu'on peut avoir au Cameroun, le MRC avait saisi que même si tu n'es pas dans l'hémicycle, tu peux être présent ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que si ta fille, ton enfant a un accident, ta mère a un handicap, il s'est passé un malheur dans ta famille, tu ne vas pas attendre d'être à l'hémicycle ou dans un conseil régional pour essayer soit de secourir ta fille qui est tombée dans un puits, soit d'amener ta mère à l'hôpital qui a eu une fracture, soit, je ne sais pas, de porter plainte de celui qui a cambriolé ta maison. C'est en ce sens que nous avons continué à montrer aux Camerounais au quotidien que nous sommes là pour eux. On a milité contre toutes les violations des droits de l'homme qui avaient cours au Cameroun. On s'est engagé à exposer le régime dans toutes les violations de loi dont il était l'acteur. Grâce à nous, tout le monde sait maintenant ce qu'est le mandat représentatif, ce qu'est l'article 80, ce qu'est la Constitution, ce qu'est le code électoral, la valeur de l'inscription sur les listes et tout ça. On a créé au Cameroun une université géante de 475 442 km². Et en cela, l'histoire nous est déjà reconnaissante. C'est-à-dire, on a montré aux Camerounais que parfois, c'est en se retirant qu'on gagne en popularité. C'est en se retirant qu'on obtient de la valeur. Les débutants politiques, les naïfs, ont souvent l'habitude de penser que c'est quand on s'expose, quand on cherche la première place, quand on se met en avant tout le temps, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on se fait connaître, c'est là qu'on devient une star politique. Non, parfois ça fonctionne exactement en faisant le contraire. J'ai évoqué dans un échange dans les réseaux, il y a quelques jours, l'exemple de M. Dominique de Villepin, le Premier ministre français au début des années 2000.
lorsque les Américains ont voulu embarquer les Français dans leur guerre en Irak pour des histoires de pétrole, en prétextant le retour de l'ordre démocratique contre Saddam Hussein, Dominique de Villepin, Premier ministre français, leur a dit que la France ne va pas se joindre à vous. La France privilégie la voie du dialogue et de la diplomatie. Il y a un moyen autre de régler cela que par les armes. Et quel a été le résultat pour les États-Unis? Le résultat contraire à ce que les Américains avaient espéré, c'est-à-dire la montée de l'anti-américanisme. Par contre, la diplomatie française, à ce moment-là, était à son pic. La France était très prisée, très félicitée pour cela, et ça a contribué à lui donner son statut qu'elle avait déjà bien renforcé, son statut de première destination touristique mondiale. Parce que les gens de par le monde se disaient, si on essayait de résoudre les conflits par la voie diplomatique, comme les Français le font, il y aurait moins de conflits inutiles à travers le monde et il y aurait un juste milieu. Et à chaque fois, de la même manière, le MRC a gagné en valeur en n'allant pas aux élections, car c'est du MRC qu'on a parlé les 5 dernières années. Et le MRC a constaté que la personne ou l'entité à qui son boycott plaisait le moins, c'était le RDPC, une incongruité. On se dirait intuitivement que quand on ne va pas à une élection, normalement l'adversaire devrait être heureux. Ça le rend heureux parce que ça lui fait des sièges en plus potentiels qu'il peut récupérer, ça lui permet de s'établir avec sa majorité absolue. Pourquoi est-il malheureux? Et pourquoi l'ennemi, l'adversaire politique du MRC était malheureux? Parce qu'il avait rédigé et inscrit un scénario, une pièce de théâtre dans laquelle nous avions le rôle de figurant. Il avait décidé des 3-4 sièges qu'il allait attribuer au MRC pour vendre une illusion de pluralisme à la face du monde, ce à quoi le MRC n'a pas voulu jouer. C'est-à-dire, je viens dans un contentieux électoral, dans une bagarre électorale pour rafler la majorité absolue, afin que mes envies, mes souhaits, mes désirs, du point de vue de l'état de droit, du point de vue de toutes les lois qu'on va implanter, la loi sur la double nationalité, c'est-à-dire abroger la loi du 11 juin 68 et permettre aux Camerounais d'avoir 2, 3, 4 000 nationalités s'ils le désirent, l'article 45 du code électoral permettre aux Camerounais d'avoir 18 ans et de voter, plutôt que 20 ans à l'heure actuelle, et ainsi de suite. Donc l'objectif des MRC c'était celui-là, faire bouger les lignes et non faire de la figuration. On ne cherchait pas à se complaire d'une place de principal opposant. Ce qu'on a pu constater sur certaines formations politiques, dont on a l'impression que plutôt que de briller la magistrature suprême, elle semble vouloir la plus belle, la médaille d'argent éternelle. Et donc le parti au pouvoir nous a muselés, a empêché beaucoup de nos candidats de déposer leur dossier. Vous vous souvenez encore à coup sûr les bureaux que les administrants de la République, devenus administrants de Paul Biya, désertaient quand ils nous apprenaient que voilà, le MRC qui vient pour déposer ses dossiers. C'était minable, c'était lamentable, c'était humiliant, c'était ridicule, c'était bas, et ça n'honorait pas le Cameroun. C'est ce qu'ils ont fait, et pour certains qui avaient déjà déposé leur candidature, enfin leur dossier, on les empêchait de battre campagne dans plusieurs régions de la République. Donc en gros, on ne voulait pas que la réalité dévie du tableau Excel qu'on avait déjà prévu à l'avance. Ce qui fait donc que le MRC avait compris que la meilleure manière de mourir, c'est d'aller jouer un jeu où on a déjà défini ton rôle. Il faut donc suivre sa propre voie, et c'est comme ça qu'on entre dans l'histoire comme étant une formation politique qui a privilégié l'état de droit et l'application de la loi pour tout le monde, plutôt que d'octroyer quelques postes à quelques individus. Donc c'était la raison pour laquelle nous avons boycotté pour 2020. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui en 2025, et le diable qui avait déjà 2 cornes sur la tête nous a montré qu'une 3e pouvait pousser. Ce qu'on a vécu au Conseil constitutionnel en termes de barbarie, en termes de sauvagerie, en termes de cynisme, en termes de cannibalisme politique, ça ne s'est jamais vu, même sous Ahidjo. Ahidjo encore assumait sa répression, Ahidjo encore assumait l'État parti unique, le parti État parti unique, Ahidjo encore assumait
la volonté d'en découdre avec les militants de l'UPC qu'il considérait comme dissidents, ce qui n'est pas notre lecture, je ne le prends pas comme exemple, mais je dis, contrairement à Paul Biya, il n'a pas poussé le vice jusqu'à vendre à ce point la démocratie pour ne pas l'appliquer. C'est-à-dire, Aïdjo assumait la nuance en disant il y a des limites à ma démocratie. Paul Biya, lui, se proclame mendiant de la paix, mais pourtant, ce qu'il pratique, c'est encore pire que ce qu'on a en Corée du Nord. Parce qu'en Corée du Nord, c'est également plus ou moins assumer la transmission du pouvoir de père en fils. Depuis Kim Il-sung en 1953, avec la séparation des deux Corées, en passant par Kim Jong-il, le père du président actuel Kim Jong-un, on est de père en fils. C'est assumé. Chez nous, au Cameroun, on te fait miroiter une démocratie, et c'est comme si plus on prononce le mot démocratie, moins il y a de démocratie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui peut-être ont besoin d'un briefing? C'est simple. Le MRC qui a tout bien fait jusqu'ici, qui a appliqué la loi, qui a respecté la loi et qui a demandé à ceux qui gouvernent de respecter eux aussi la loi, d'autant plus que c'est eux-mêmes qui ont mis cette loi sur pied. C'est d'ailleurs ce que Maurice Kamto disait le 31 mai à Paris. Je ne leur ai jamais rien demandé d'autre que de respecter les lois. Et c'est d'autant plus bizarre qu'ils sont incapables de respecter des lois que eux-mêmes ont écrites. Ce n'est pas comme si c'est le MRC qui avait écrit les lois, ce sont eux qui ont écrit les lois. Mais ils sont incapables d'appliquer ce que eux-mêmes, de leur propre stylo, ont écrit. Bon, ce MRC-là qui a appliqué la loi de A à Z, qui a montré qu'on est un parti pacifique, on est un parti légaliste, on est un parti juste, on est un parti humaniste, on est un parti vertueux, ce MRC-là a usé justement des possibilités que lui donnait la loi pour présenter une candidature à la présidentielle. Et ces possibilités, vous les avez entendues que trop souvent. L'article 15 alinéa 3 sur la possibilité d'avoir des élus issus d'autres formations politiques en vertu du caractère représentatif d'un mandat. On était un peu surpris que cela fasse débat puisque, à l'heure actuelle où nous parlons, c'est ce qui se passe partout dans le monde où cette loi a cours. Chez nos amis ivoiriens, c'est ce qui se passe avec le parti de Laurent Gbagbo. On va dire que Gbagbo est exclu en raison de ses problèmes judiciaires, l'affaire du cas de la BCAO, mais en tout cas le parti PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, est autorisé à participer aux élections. Pourquoi? Parce que l'article 96 de la Constitution ivoirienne du 4 novembre 2016 prévoit la même chose que l'article 15 alinéa 3 de la Constitution du Cameroun. Tout mandat impératif est nul. Cela conduit donc à une situation où le PPACI, qui a été créé après les législatives de 2021, parce qu'il n'existait pas en 2021, il a été créé en octobre, les élections ont eu lieu en mars. Donc le PPACI, qui a donc été créé après les législatives et donc il n'y a pas participé, a recueilli des élus d'une formation politique qu'on appelait Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, un mouvement pro-Gbagbo. Le mouvement pro-Gbagbo a donné ses 18 députés au PPACI et quand vous consultez les 255 députés de l'Assemblée nationale ivoirienne, vous remarquez que le PPACI de Laurent Gbagbo, qui n'était pas aux élections législatives, a 18 députés aujourd'hui. Et parce que le mandat impératif est nul, le PPACI peut présenter un candidat. Peut-être pas Gbagbo en raison de ses problèmes, comme j'ai dit, mais peut présenter un candidat. C'est la même loi qui a été copiée par le Cameroun de la France, parce que c'est une loi française. Et aujourd'hui, on nous a dit, quand on a commencé justement à évoquer le fait que le MRC va recourir à ce mécanisme, les brigands, les malfrats de Yaoundé nous ont dit que non, ce n'est pas légal. C'est incroyable. Ce sont pourtant eux-mêmes qui ont copié cette loi-là depuis le 4 mars 1960. C'est une loi qui a été copiée de l'article 27 de la Constitution française du 4 octobre 58. Elle dit la même chose. Même à l'heure où je vous parle, la France a toujours le même article avec la même phrase « Ton mandat impératif est nul ». Cela permet aux députés français, vous le voyez tous les jours, quand vous regardez les infos, de switcher d'un parti à un autre comme ils le désirent, parce que c'est légal. Et le Cameroun a copié, quand on a abouti à ce qu'on appelait les indépendances, le Cameroun a copié le même texte sans rien changer,
À l'époque, c'était l'article 8 de la Constitution du 4 mars 1960. Tout mandat impératif est nul. Le dispositif a disparu dans les années 70 avec l'État unitaire de Aïdjo, mais en 1996, il a été réinséré et les RDPCistes en ont fait usage à corps et à cri. Tout le temps, ils l'ont utilisé. Même quand j'étais au Cameroun, le jour où nous battions campagne le 5 octobre 2018, je me souviens, lorsqu'à Tanganji, j'avais annulé ma conférence à l'hôtel de Ouattara, ce même jour, M. Eddy Mandoubé Oscar démissionnait du SDF pour rejoindre le RDPC. Monsieur Kavaye Djibril, alias Paul Biyaoye, était très heureux de l'accueillir à la session de mars de l'année suivante comme nouveau venu à l'intérieur du RDPC. On a vu en 2018 M. Franklin Gifford Afangui, dont le parti politique n'avait participé à aucune élection législative parce qu'il n'existait pas, le MCNC. Le parti a pu investir M. Franklin Gifford Afangui, sans doute parce qu'il a obtenu des élus d'autres formations politiques. Le MRC arrive en 2025 et nous découvrons ce qu'on appelle le miracle. On nous dit que les choses que le RDPC applique tous les jours, même le maire de Choïd et le maire de Timombari, M. Justin Bidjedi, le 20 mai 2025, était en unique RDPC. Il n'a pas perdu son poste électif, il n'a pas perdu son siège à la commune, il n'a pas perdu son siège au conseil municipal. Pourtant, il a changé de formation politique, car le mandat impératif est nul. Ils ont décidé dans le cadre du MRC que ce n'était plus légal. C'est ce que j'appelle le cannibalisme politique. C'est-à-dire, on privatise les institutions de la République, on en fait son usage personnel et on décide qu'on va utiliser cela pour éjecter un candidat. Le ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji, qui dans tout pays normal n'a rien à faire en liberté, mais absolument rien, parce qu'il a pris, il y a 7 ans, des petits voyous avec qui il faisait de la fraude financière de l'autre côté de la frontière, il y a plusieurs décennies, qu'il a présenté comme étant des émissaires de Transparency International, alors que les hauts dirigeants de Transparency ont signalé au Cameroun que jamais ils n'ont envoyé des émissaires chez nous. Et il est en liberté comme si de rien n'était, quelque chose qui dans n'importe quel pays te conduit devant la cour martiale. Et c'est lui qui se donne encore le pouvoir, sans honte aucune, de nous expliquer que l'article 15 alinéa 3 ne sera pas appliqué pour le MRC et que nous aurions dû participer aux législatives. Ils ont lavé le cerveau des Camerounais avec ça, comme si c'était interdit de boycotter les législatives et comme si le fait de boycotter les législatives disqualifiait pour une prochaine élection. Dans la foulée, ils ont même violé l'article suivant, article 15 alinéa 4, c'est-à-dire, pour qu'il y ait prorogation du mandat des députés, il faut qu'il y ait des circonstances particulières ou une crise exceptionnelle. Nous vivons avec un Paul Biya qui nous explique que le Cameroun se porte à merveille. C'est lui-même qui le dit, ce sont ses militants qui le disent. Quand on dit que le pays est en crise, ils disent que tout va bien et que comme tout va bien, ils vont reconduire Paul Biya au pouvoir. La question donc c'est, si tout va bien, pourquoi prorogez-vous le mandat des députés, des conseillers municipaux, puisque la loi précise que les circonstances doivent être exceptionnelles. Il faut qu'il y ait une crise grave. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de crise et en même temps vous prorogez le mandat des députés. La loi n'a pas prévu que le mandat soit prorogé selon les desiderata personnels de Paul Biya. C'est-à-dire c'est une violation de la loi. Et dans ce cadre-là donc, ils ont prorogé le mandat des députés, donc ils sont allés de violation de loi en violation de loi, et le MRC a dit ce n'est pas grave, vous avez violé comme à votre habitude les textes de la République, nous allons utiliser les mêmes textes-là pour appliquer en notre faveur la possibilité d'avoir des candidatures. Paul Atanganji nous a répété il y a maintes reprises que si on le fait, c'est non. Il a envoyé des intellectuels, des gens qu'on admirait, des Luison et Somba, des Magloire au droit, des gens qu'on admire et qui les a envoyés se salir et se couvrir de honte, de mépris, d'opprobre et perdre notre respect à tout jamais, des gens qui sont venus vous expliquer des videries du type si tu démissionnes d'un parti, tu restes membre de ce parti jusqu'à la fin de ton mandat. Des choses que même la petite fille de 6 ans que j'ai vue là dans la pièce ne pourrait pas dire.
parce que le niveau de stupidité est, comment dire, inénarrable. Et donc, on a dit, pour éviter toute polémique, nous n'allons pas utiliser cette méthode, car de toute manière, ce n'est pas la seule. Il n'y a pas que l'article 15 alinéa 3, il y a l'article 121 du Code électoral, tout bêtement, qui dit on peut investir un candidat, enfin, un candidat peut, un individu, un Camerounais peut être candidat à la présidentielle s'il est investi par un parti politique. Ça, c'est l'article 121, alinéa 1, petit 1. Donc, on peut être investi par un parti politique. Cela a donc engendré des prises de contact avec les partis politiques en lice, ceux dont l'idéologie se rapprochait ou pouvait se rapprocher plus ou moins de la nôtre, et évidemment le régime n'avait pas prévu cette manœuvre-là. Il nous avait présenté une liste de 18 partis politiques habilités et à présenter un candidat, comme si c'était à eux de le faire, en oubliant que si un élu démissionne de son parti et rejoint n'importe quel parti, à partir de là, le parti en question peut présenter un candidat. Donc c'était absurde de présenter une liste de 18 candidats. Mais on les a pris au mot, on a ciblé dans ces formations politiques-là le parti politique avec lequel on pouvait travailler. Et on s'est souvenu que Anissé et Kane, quoi qu'on dise, quoi qu'il se soit passé entre-temps, Anissé et Kane a été de ceux qui ont porté le combat démocratique au Cameroun dans les années 90. Ce n'est pas Paul Biya, le mendiant de la démocratie. Allez demander à Emma Basile, le maire RDPC de Yaoundé, à l'époque qui avait défilé à Yaoundé parce qu'il ne voulait pas le multipartisme. Allez demander à Paul Biya qui a dû obéir aux ordres de François Mitterrand dans la session balnéaire française en juin 90 à La Baule pour implémenter le multipartisme de façade au Cameroun. Ceux qui ont lutté pour le multipartisme, on les connaît. Des Anissé et Kane, des Henriette Ekwe, des Yondo Black, qui ont été torturés, emprisonnés, molestés parce qu'ils avaient osé réclamer la formation d'un parti politique. On a donc vu que Anissé et Kane et Maurice Kamto, même si cela pourrait surprendre les plus jeunes d'entre nous, partageaient beaucoup de convergences politiques. Le SDF avait été, Ni John Frondi avait été investi comme candidat du SDF au siège du Manidem en 92, comme par hasard. On parlait alors de l'alliance UPC-Manidem, UPC pour Union pour le Changement. Monsieur Maurice Kamto était un soutien de John Frondi également, donc c'est de la partage déjà, justement, la convergence de l'opposition contre Paul Biya. Sans compter que le 15 janvier 71, l'un comme l'autre ont assisté et bêté à l'assassinat sauvage de notre grand dernier leader nationaliste, monsieur Ernest Wengier, le camarade Émile. Donc, avec ces similitudes, Maurice Kamto a pu voir qu'il pouvait y avoir des retrouvailles. C'est-à-dire, même si l'affinité n'est pas totale, elle est assez forte pour qu'il puisse y avoir une retrouvaille politique avec le Manidem, de manière à pouvoir investir Maurice Kamto comme candidat. Et c'est pour ça que nous nous sommes adressés au Manidem et la mayonnaise a pris. Nous avons appliqué à la lettre l'article 121, alinéa 1, petit 1. Maurice Kamto était désormais investi par un parti politique. Qu'est-ce qu'a fait le régime de Yaoundé? Ils ont décidé une fois de plus que ce qui était légal ne l'était plus et que Paul Atanganji était devenu la loi. C'est ça donc qu'on appelle un non-État, un État de non-droit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé, à minuit, un homme vêtu de noir, comme la mort elle-même. Tapez sur Google la mort, l'habillement est le même, qui est apparu sur le perron de l'escalier d'Elekam, nous expliquer qu'il était président du Manidem et que je ne sais par quel mécanisme il s'était auto-investi. Un délire qu'on ne voit que dans des républiques sauvages comme le Cameroun. Monsieur Yelka Dieudonné, dont l'histoire retiendra le pire souvenir imaginable. On a l'habitude de préciser à tous les hommes politiques qui veulent marquer de leur empreinte le pays, de ne pas se fier à ce que les gens disent d'eux. Ils doivent plutôt se souvenir ou faire attention à ce que l'histoire dira d'eux. Les hommes peuvent t'aimer, te complimenter, mais l'histoire retiendra de toi que tu étais une vermine. Les hommes peuvent t'insulter, te traiter de vermine, l'histoire retiendra et l'histoire peut retenir de toi malgré tout que tu étais un noble personnage. C'est pour ça que les révolutionnaires, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, comme Castro, Che Guevara et qui sais-je, avaient l'habitude de dire la historia me absolvera. L'histoire m'absoudra.
L'histoire me donnera raison. L'histoire fera mon palabre. Et donc, Dieudonné Yeka, dont l'histoire retiendra qu'il a, pour je ne sais, c'est-à-dire on parle de 30 millions, je ne sais pas, il a donc mis entre parenthèses la vie de 30 millions de Camerounais, pour 30 millions ou pour l'allégorie, pour les 30 pièces d'argent de Judas. L'histoire retiendra de lui cela, c'est-à-dire le bien-être personnel a dépassé la vertu collective. Pour son bien-être personnel ou pour satisfaire deux individus, Ferdinand Gongo et Chantal Biya, il a mis à genoux l'espoir politique de 30 millions de Camerounais, sans honte aucune. Il est venu jouer le pire rôle, le plus mauvais rôle qu'un Camerounais ait pu jouer. C'est le pire personnage de l'année 2025. Il s'est désigné comme président du Maniden. Nous étions surpris parce que l'organe électoral ELECAM, il y a quelques semaines encore, a adressé des lettres à M. Anissé Ekane en le désignant comme président du Maniden. Allez demander à Mme Dorothée Njema pourquoi elle écrit au président du Maniden, Anissé Ekane, et pourquoi c'est lui depuis 7 ans, depuis le fameux congrès du 2 juin 2018, pourquoi c'est lui qui est invité à toutes les réunions, les rencontres politiques avec l'organe électoral. Allez demander au ministère de l'Intérieur pourquoi les fonds alloués aux partis politiques sont versés sous la houlette, sous le contrôle d'Anissé Ekane au Maniden. Pourquoi Dieudonné Yeka n'apparaît pas pendant toutes ces années? Pourquoi en juillet 2018, M. Atanganji écrit au gouverneur du littoral pour lui signifier que le président et le seul président du Maniden, c'est Anissé Ekane? Et pourquoi Dieudonné Yeka lui-même finit par dire à tous ceux qui l'invitent à la télévision, ne me considérez pas comme un homme politique, je ne le suis plus depuis longtemps. Je suis un bango, je me suis retiré de la vie politique. Par miracle, cet individu apparaît une nuit, comme ça, comme la mort elle-même disait, et nous explique que soudain, il est président du Maniden. Et cet argument, ce délirium, suffit pour invalider la candidature d'un candidat dont la légalité ne souffrait de rien du tout. On nous dit il y a double investiture, double candidature, que sais-je encore. Le même ELECAM qui a écrit il y a quelques semaines plus tôt à un seul président vous dit qu'il y a deux candidatures. C'est de la haute sorcellerie. Et c'est ce dans quoi nous nous sommes retrouvés. En homme de droit, en légaliste convaincu, le président Maurice Kamto dit ne perdez pas espoir, la loi est de notre côté, elle nous donne les armes, même face à ce cas de figure, de dire le droit. Donc on va y aller, on va déposer un recours au Conseil constitutionnel avec toutes les preuves que je viens de mentionner. Et voilà, le Conseil constitutionnel a l'obligation de dire le droit. L'article 4, alinéa 1 de la loi du 21 avril 2004 précise que les décisions du Conseil constitutionnel doivent être motivées. Cela signifie que si le Conseil constitutionnel dit que votre recours est irrecevable, non fondé, il doit expliquer comment il est irrecevable et non fondé. Il doit expliquer avec preuve à l'appui que vos preuves ne sont pas crédibles. Il ne suffit pas de se lever et de dire irrecevable, non fondé, on s'en fout. Pourtant, c'est exactement ce que M. Atangana Clément a fait. Notre requête était, selon lui, irrecevable et non fondée. Il ne l'a pas justifié. Ils sont très forts pour nous parler de l'article 4, alinéa 2. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais comme c'est un pays à l'envers, ils arrivent à l'alinéa 2 en ayant sauté le 1. Parce que le 1 demande qu'il faut motiver la décision. Je ne peux pas dire double candidature, je ne peux pas dire non fondée sans démontrer, sans expliquer que oui, j'ai dit non fondée. Parce que, et Maurice Kamto a plaidé justement en ce sens au Conseil constitutionnel, vous vous en rappelez, il a dit « Monsieur Yatanda Clément, j'espère qu'il ne s'agit pas ici simplement d'une pièce de théâtre, d'une partition que nous jouons, où vous avez déjà gravé dans le marbre la décision. On est ici pour dire le droit et rien d'autre, et non les désidérata d'un individu. » Atangana Clément, programmé mentalement par Paul Biya pour prononcer le seul nom Paul Biya comme vainqueur, ne l'entendait pas de cette oreille. Et le cynisme s'est matérialisé par le dernier chapitre de ce film macabre au Conseil constitutionnel, lorsque un individu lugubre
se révèle être armé dans un endroit où les armes n'ont rien à faire, encore moins entre les mains d'un civil. Et lorsque Maurice Campo fait comprendre au maître des lieux, je me sens en danger, il y a une arme braquée sur moi, Monsieur Atanga Clément lui dit, les débats sont clos. C'est-à-dire, la vie d'un concitoyen est en danger, il se sent en insécurité et ceux qui sont censés le protéger comme étant justement leur invité dans leur cadre, parce que c'est le domaine du Conseil constitutionnel et tous ceux qui sont présents sont en théorie sous la protection du Conseil constitutionnel. La réponse pleine de froideur, la réponse serpentine d'Atanga Clément montre l'absence, ils n'ont aucune compassion humaine. On a une arme braquée sur moi, littéralement, et lorsque j'essaie de le faire remarquer à celui qui pourra régler la situation, il me dit « les débats sont clos ». Donc en gros, je pourrais tout aussi bien être fusillé que ça ne lui ferait rien du tout. Voilà la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et lorsque la candidature a été rejetée, à aucun moment on ne voit une remise en question de la part de ceux qui ont fait ça. Au contraire, comme dans toute dictature, ils opèrent par ce qu'on appelle le transfert de culpabilité. C'est le MRC qui doit se remettre en question. On aurait dû aller aux législatives. Pourtant, c'est eux qui ont prorogé les législatives en violant la loi. On reproche à celui qui n'a violé aucune loi d'avoir boycotté ce qui est un droit, et on ne reproche rien à celui qui a violé la loi d'avoir prorogé ce qu'il n'avait pas le droit de faire, vu qu'il n'y a pas de motif. Dans ses propres dires, il n'y a pas de motif, tout va bien au Cameroun. Dans le monde à l'envers, le transfert de culpabilité, le paradigme de la norme inversée. On a abusé sexuellement d'une jeune fille, et lorsqu'elle vient au commissariat, on lui dit « Pourquoi tu étais habillée en mini-jupe ?» Mais la mini-jupe ne donne pas le droit aux pervers, aux prédateurs de venir abuser des jeunes filles. Pas du tout. C'est-à-dire la fille a le droit de porter ses mini-jupes. C'est lui, le prédateur, qui n'a pas le droit de se jeter sur elle. C'est comme ça que ça fonctionne dans un pays normal. Le Cameroun a donc montré par ce mécanisme au Conseil constitutionnel que ce n'était pas un pays. C'est-à-dire, je dis souvent que le Cameroun est un pays normal, que le Cameroun est un État voyou, tout ce que vous voulez, mais là, le Cameroun n'est même pas un État. Un État fonctionne avec des institutions et avec des individus qui les incarnent. En 2009, à Accra, au Ghana, M. Barack Obama avait dit que le continent africain n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et je dis toujours qu'il s'est trompé à moitié, parce que l'un n'exclut pas l'autre. Le continent africain a besoin d'hommes forts et d'institutions fortes. C'est-à-dire, pour créer un État, il faut que les lois soient fixes, qu'elles ne bougent pas aléatoirement, et il faut que les gens qui sont censés les respecter les respectent. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas un État, c'est un territoire, c'est un morceau de terre. Un morceau de terre devient un État quand il se dote d'un ensemble de textes qu'on va appeler la loi fondamentale Grundgesetz comme en Allemagne, ou la Constitution comme en France ou en Belgique, je sais pas. Donc, et à partir de là, ceux qui incarnent le pouvoir promettent de respecter la loi, et ceux qui sont soumis aux tenants du pouvoir promettent de respecter la loi. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau appelle le contrat social, c'est-à-dire je m'engage à t'obéir. Tant que tu respectes la loi, je t'obéis. Tu es le président, tu es le chef, tu es le premier ministre, ce que vous voulez, mais je t'obéis à la seule condition que tu respectes les lois. Donc moi aussi je respecte les lois parce que tu respectes les lois. C'est comme un contrat entre deux joueurs de foot. Entre un joueur de foot, et son manager ou son club. Le contrat social ne fonctionne que lorsque les deux entités respectent la loi. Le contrat social, ce n'est pas qu'une personne respecte la loi et l'autre non. Thomas Jefferson dit à ce moment-là que quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. When injustice becomes a law, resistance is a duty. Et Thomas, comme il s'appelle Martin Luther King, a renchéri dessus en précisant qu'il est du devoir je paraphrase, il est du devoir des hommes justes ou des résistants de désobéir aux lois injustes. On ne crée pas un pays quand une bande viole la loi, piétine la loi, et une seule respecte. C'est comme un couple où l'un est fidèle, l'autre non. Ça va imploser. C'est comme un couple où l'un ment, l'autre non. Non, dans un couple, pour que ça marche, les deux doivent dire la vérité. Les deux doivent s'aimer. Si une personne aime et que l'autre n'aime pas, ça ne peut pas marcher.
Dans un pays où une partie respecte la loi et l'autre la viole ostentoirement, ostensiblement, le pays est de facto déstabilisé. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de déstabiliser le Cameroun. Il est déjà déstabilisé. Il y a une partie des Camerounais, ceux qui tiennent le pouvoir, qui ont décidé que les lois, ils ne sont pas soumis à ces lois-là. Les lois, ça ne les regarde pas. Les lois, c'est les autres, comme dirait Sartre dans cette situation. Donc, ça nous a amené donc à cette réalité d'exclusion, dont l'objet de notre conférence, on ne l'a pas mis là, mais la question qu'on avait posée pour la conférence d'aujourd'hui, c'est la politique au Cameroun et maintenant. Alors, c'est là où mon avis devient un peu plus personnel, parce qu'au-delà de l'idéologie que nous partageons tous à l'intérieur de notre formation politique, notre discernement nous invite au pragmatisme. Notre discernement nous invite à regarder la réalité telle qu'elle est et à regarder les élections qui se profilent telles qu'elles sont. Je pense individuellement, j'ai eu, je vais dire l'audace parce que c'était audacieux effectivement, mais c'était honnête également et c'était à mes yeux, je considère que c'était pour moi la meilleure façon de protéger notre cher président. J'ai eu une petite communication avec lui à la suite de ces événements. Au cours de laquelle je lui ai dit, Monsieur le Président, nous n'avons plus de pays. Monsieur le Président, le Cameroun est devenu une masse de terre où se trouvent 30 millions de personnes dont le seul rôle est de servir de viande pour les cannibales au pouvoir. Nous n'avons pas de pays parce qu'il n'y a pas de loi. Au Cameroun, tu ne peux pas compter sur un élément en disant que bon, la loi dit que non. Ceux qui tiennent le pouvoir décident selon leurs humeurs que ce n'est pas la loi. On a eu un dernier exemple il y a 3 jours avec notre responsable de l'extrême nord, M. Jean-Pierre Boucher, qui s'est fait expulser de la ville de Garoua. Vous imaginez? C'est-à-dire, c'est un maire, M. Banga, enfin un sous-préfet, qui vient de la partie méridionale du Cameroun, qui vient trouver Jean-Pierre Boucher, qui vient de la partie septentrionale du Cameroun, et on est dans le septentrion. Il dit à celui qui est natif du septentrion de quitter la ville, pendant que lui-même se trouve dans cette ville. En disant sa ville, il faut préciser. Oui, la ville. Nous n'avons pas de pays. C'est l'apartheid. Paul Biya ne peut pas avoir reçu Nelson Mandela au milieu des années 90 pour le féliciter du combat qu'il a livré contre l'apartheid et pratiquer lui-même l'apartheid. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, Paul Biya a félicité Nelson Mandela d'avoir combattu une idéologie que Paul Biya lui-même pratique. C'est-à-dire, on prend un Camerounais, on l'exclut et pire. C'est une histoire de couleur de peau, bien. C'est encore pire que l'apartheid. Ils ont la même couleur de peau. C'est ça le délire. Ils ont les mêmes ancêtres, la même couleur de peau, la même nationalité, la même origine, le même pays. Et on te dit, quitte la ville. C'est ça un état de non-droit. C'est ça la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Le MRC n'ira pas aux élections du 12. Les partis qui iront aux élections du 12 ont la possibilité de tenir leur meeting. Certains, on les a vus même renverser l'automobile d'un sous-préfet. Personne n'a été arrêté, aucune interpellation, aucune arrestation. Et le MRC, lui, qui n'ira pas aux élections, se voit privé de son droit à faire des réunions publiques dans son siège. Je pensais que la loi du 19 décembre 1990 disait « Les réunions publiques, quel que soit l'objet, sont libres ». Quel que soit l'objet signifie, même si l'objet c'est Paul Biya doit partir, on a la liberté de faire les réunions publiques. C'est pas moi qui invente, c'est la loi de notre pays. Je pense que vous avez pu remarquer à combien de reprises, combien de fois j'ai fait recours à la loi ici. Le MRC ne fonctionne que sur la loi. Et c'est-à-dire, nous avons une kyrielle de lois violées, une kyrielle de textes piétinés, une kyrielle de textes écrasés par le régime de Yaoundé. Pourtant, toutes nos actions sont guidées par la loi. Le MRC, donc, comme l'a dit notre cher départemental, comme l'a dit Ngangan également, le MRC a poussé le régime par ces derniers épisodes dans une phase où il ne s'était jamais trouvé. Parce que là, c'est gros. Là, c'est d'une flagrance, c'est d'un grotesque, c'est ubuesque. Là, ce n'est même plus, on ne peut même pas cacher. C'est-à-dire, ce n'est pas possible de couvrir.
là c'est trop énorme, là c'est pas justifiable, là c'est tellement costaud, c'est quelque chose où le seul moyen pour eux de s'en sortir, c'est de simplement prendre la honte et de la jeter aux chiens, ce qu'ils ont fait. Au moment où tu as donné la honte aux chiens, tu peux maintenant faire ce que tu veux. Tu peux piétiner toutes les lois, c'est-à-dire faire passer l'étape de j'ai honte. Et ils sont là-dedans. Qu'est-ce que ça nous amène à penser le régime des Yaoundés? Enfin, qu'est-ce que ça nous amène à conclure? Ce que j'ai dit à notre cher président, après lui avoir partagé le constat que nous ne sommes plus dans un pays, nous n'avons plus de pays. Et je le pense, ce n'est pas une figure de style. Je dis, nous n'avons pas de pays. En Belgique, vous savez que si vous faites tout selon la loi, vous n'aurez aucun problème. Ça, vous le savez. C'est ça un pays. Ils ont leurs imperfections, mais vous savez au moins que si je respecte la loi, les règles, je n'ai rien à craindre. Au Cameroun, vous n'avez pas cette garantie-là. Au Cameroun, vous pouvez respecter les lois de A à Z et on décide qu'on fait de vous ce qu'on veut. Quelques Camerounais sont allés participer au Conseil constitutionnel, au contentieux préélectoral. Vous avez vu ce que l'un a raconté hier. On lui a même noté les mains. Son crime, c'est d'avoir participé aux réunions, c'est d'avoir voulu assister à l'audience du Conseil constitutionnel. Une audience qui se veut publique selon la loi. Une audience qui se veut publique. Le verdict, comment dire, les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues en audience publique. C'est ce qui est écrit par la loi du même Conseil constitutionnel. Je pense que c'est l'article 19. Les Camerounais qui sont allés y assister en pensant qu'on allait y appliquer la loi, on les a arrêtés. Il raconte hier, on m'a attaché les mains, on m'a menotté les mains. Il a tiré tout en me piétinant les extrémités avec ses bottillons et il m'a dit, je vais t'arracher les mains. Voilà le pays dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire, on dit à un Camerounais, je vais t'arracher les mains. Un policier réussit à développer une haine personnelle envers un concitoyen qui n'a rien fait de mal ni à lui ni à sa famille et qui n'est responsable d'aucun de ses problèmes quotidiens. Une haine qui le pousse à vouloir lui arracher les mains. Quel est son crime? Il est allé appliquer la loi du 21 avril 2004. Au Cameroun, appliquer la loi est un crime. Ce n'est pas un pays. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord créer un pays. Nous devons recréer un pays. Nous n'en avons pas. En tout cas, je considère que je n'en ai pas. Je ne dis pas que je suis apatride. Je dis que mon pays... Pardon. Excusez-moi, je suis vraiment Ah oui. dérangée. Est-ce que le propriétaire de la Montana hybride pourrait bouger, sinon je ne fais pas sortir les Oui, pas de souci. La montagne, la Toyota. C'est un Toyota Montana hybride. Oui, c'est toi. C'est toi, non? Ok, merci madame. Ouais. Non suicide, pas de souci. Donc, je disais, nous n'avons pas de pays. Si ça avait été au Cameroun, je suis sûr que le commissaire, le policier, elle aurait appelé son ami commissaire, colonel, qui aurait pris la voiture, la mené en fourrière immédiatement. Il aurait fallu 400 000 pour récupérer la voiture. Ouais. Oui, voilà le Cameroun. Ouais. Ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays. Samuel Eto'o, qui va bientôt battre campagne pour Paul Biya, possède 2 passeports depuis 2007. Pour ceux qui en doutent, allez demander à la mairie de Barcelone en 2007. C'est-à-dire, la loi du 11 juin 68 ne s'applique pas à lui, mais s'applique à d'autres citoyens. Ce n'est pas un pays. C'est pas comme ça qu'un pays fonctionne. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça qu'un pays, qu'une république fonctionne. Le Cameroun est une masse de terre où vivent 30 millions de gens. Et ces gens sont utilisés comme chair à canon et comme viande par les cannibales du pouvoir. Voilà ce que nous appelons aujourd'hui Cameroun. Un pays, c'est autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai perdu, personnellement, j'ai perdu la foi, j'ai perdu la croyance en la possibilité que, volontairement, comme ça, ce régime cède le pouvoir. Pourquoi je l'ai perdu? Parce que je n'ai aucun exemple de toute l'histoire du monde. Je n'ai aucun exemple où une dictature a perdu volontairement, tranquillement, a cédé tranquillement le pouvoir. Il y a des gens qui y ont cru naïvement il y a quelques semaines que M. Akelemona, qui partait déposer la requête en utilisant l'article 118 du Code électoral et encore voulu une autre loi que Paul Biya a violée, Akelemona avait bien raison de présenter l'article 118 qui dit que si un président s'est rendu coupable d'intelligence avec une puissance étrangère, il est inéligible.
On a vu Paul Biya nous expliquer qu'il est allé rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national. Pourtant, au fameux grand dialogue, lui-même n'était pas là. On a vu le même Paul Biya la semaine dernière avec Thierry Marchand. Paul Biya, ou du moins ce qu'il en reste, avec Thierry Marchand. Pourtant, les évêques, les bobos, les chefs traditionnels étaient au palais, là où Paul Biya se trouve. Il n'est pas sorti de sa coquille pour leur rendre visite. Mais il a fallu qu'un Français se pointe. Comme la vérité sonne blanche, comme on disait dans les années 60, il est sorti de son terrier. C'est ça l'assujettissement envers une puissance étrangère. On priorise l'autre plutôt que soi-même. C'est une violation de l'article 118 du Code électoral qui demande que la priorité d'un dirigeant soit ses concitoyens et non une puissance étrangère. Et quand Akere Mona est allé déposer ce recours au Conseil constitutionnel, il y a des gens qui ont eu pour lecture que M. Akere Mona venait simplement invalider la candidature de Paul Biya et comme ça on allait nommer un vice-président, Franck Biya ou Ferdinand Ndongo, qui allait maintenant aller au présidentiel. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai entendu les gens dire cela. C'est naïf. Les dictateurs ne cèdent pas le pouvoir. Ils ne font pas ça. Ils meurent au pouvoir. À quelques exceptions près, les dictateurs, ça meurt au pouvoir. Houphouët-Boigny, plus ou moins dictateur, est mort au pouvoir. Albert Bernard Bongo alias Omar est mort au pouvoir. Quand on ne les chasse pas, ils meurent au pouvoir. Même à leur fils, ils ne cèdent pas. En 2005, quand Étienne Yedemania Niassingbe est mort, c'est là où M. Faure Niassingbe a récupéré. Quand Joseph Kabila est mort, ou encore son règne n'a pas duré longtemps, à part Laurent Désiré, son fils a récupéré. Paul Biya ne cédera pas le pouvoir de son vivant. Ce que je dis est un axiome mathématique. C'est une vérité incontestable. Même s'il lui reste une seule molécule de vie, même s'il est à l'état de momie, à l'état de serpillière, à l'état de légume, en état semi-végétatif constant, comme on le voit actuellement, il restera là. Abdelaziz Bouteflika et autres, ils ne veulent pas admettre que c'est fini, que voilà, c'est-à-dire c'est bon. Quand on le voit, il a l'air plus jeune physiquement, chaque jour, alors qu'il est censé vieillir. On a vu Emmanuel Macron, regardez comme il a vieilli, il n'a même pas 50 ans, parce qu'il travaille. Regardez Barack Obama, ses cheveux blancs en moins d'une décennie. C'est-à-dire, Paul Biya semble plus vieux que celui qui dit être son fils, Georges Gilbert Baola. Paul Biya a l'air plus jeune que des gens qui ont 50 ans de moins que lui. Le message, il est clair, je ne pars pas d'ici. On dit au Cameroun, Nakatepila Gobo Mifoya. C'est-à-dire, voilà, je ne pars pas d'ici. Et ça, c'est une vérité. Il faut que nous le retenions aujourd'hui. Parce que si nous manquons de pragmatisme dans notre approche, nous allons être désillusionnés. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il faut prendre ses forces, mais il ne faut pas commettre l'erreur de sous-estimer l'adversaire. Le régime ne nous sous-estime pas. Il l'a fait au début, mais il ne le fait plus. À la moindre sortie du MRC, il muselle, il bloque, il empêche. Dès qu'on veut tousser, dès qu'on veut... Maurice Kamto revient de Paris, on empêche la mobilisation. Monsieur Jean-Pierre Boucher veut donner des sièges, on empêche, on le chasse de la ville. Bon, il ne lésine pas sur les moyens, ne pensons pas qu'ils vont se lever docilement et partir. On a cru en Gambie que Yaya Jammeh allait céder le pouvoir délibérément en 2017. Mais Yaya Jammeh, après d'ailleurs avoir fait contre ses opposants, ce que Macky Sall a fait et ce que Ouattara a fait, c'est-à-dire accuser ses opposants de je ne sais quoi et les rendre inéligibles. Tant et si bien qu'on a dû faire, avec une coalition de partis, on a dû faire à l'intérieur du PDI une coalition qui a porté Adama Barrow à l'élection 2017. Adama Barrow a gagné, Yaya Jammeh a reconnu avoir perdu, mais rappelez-vous, le lendemain, il est revenu sur ses paroles. Le lendemain, 24 heures plus tard, il a dit « Ah non, je n'ai pas perdu l'élection. En fait, je m'étais trompé, j'ai pas perdu, j'ai gagné. » Il a fallu que l'armée sénégalaise intervienne. Il a fallu que la menace sous-régionale intervienne parce que la Gambie, c'est un petit pays. Mais voilà, c'est-à-dire, les dictateurs ne laissent pas le pouvoir parce qu'ils ne sont pas programmés pour laisser le pouvoir. Et parce qu'une variable qu'on doit prendre en compte, la France. C'est-à-dire, si vous enlevez la France de la variable, c'est que vous allez piétiner, vous allez oublier, vous allez fermer les yeux sur l'histoire de notre pays. La France soutient Paul Biya de la plante des pieds au sommet de la tête. La France, sauf si elle y est obligée, ne permettra jamais à Maurice Kamto d'accéder au pouvoir. Jamais. Pourquoi? Parce que, et là vous allez être surpris, c'est aussi simple que vrai que cru. Parce qu'il est Bamileke. Le premier État tribaliste au Cameroun, c'est la France.
c'est un projet politique. Dans les archives de la défense nationale française, le fameux papier de Jean-Marie Lamberton, intitulé Le Cameroun, le Bamileke dans le Cameroun d'aujourd'hui, datant de mars 1960, le dit de manière claire et nette, le Cameroun s'engage sur la voie de l'indépendance avec dans sa chaussure un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les Bamileke. C'est une phrase qu'on a beaucoup retenue, je ne sais même pas pourquoi, parce que c'est pas la pire des phrases dans ce texte. Dans ce texte, vous trouvez toute la pensée idéologique de la France coloniale au Cameroun. Pour la France, l'homme Bamileke, je dis pour la France, je ne me prends pas de gants, je vous dis ce qui est. Ce n'est pas une lettre que Jean Lamberton a rédigée qui émanait de son envie de rédiger un truc avant de partir, non. Il travaillait pour le ministère des Armées, le ministère de la Défense. Et d'ailleurs, le papier est conservé actuellement, non pas dans un musée d'histoire ou dans un musée de l'homme ou je ne sais quoi, mais plutôt au service de la défense nationale. Car c'est un texte militaire pour asseoir la pérennité du pouvoir au Cameroun entre les mains de dirigeants dociles. Des gens comme Ahidjo, des gens comme Paul Biya, et c'est la France, c'est pas moi, c'est la France elle-même qui a identifié à l'époque les deux fameuses entités, les peuples bassans et les peuples bamileke, comme étant justement ces principaux écueils, ces principaux caillots. La France a considéré que l'assassinat de Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958 lui permettait de contrôler les peuples bassins, de les démobiliser en tout cas. Comme selon la maxime, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et donc, ils ont estampillé la résistance comme ayant pour fief la région des Grasslands. Et donc, il a été prévu, cela a été inculqué aux dirigeants camerounais depuis Ahidjo à Paul Biya, en passant par tout le monde, même s'ils ont des ministres issus des régions bamileke dans leur gouvernement, le projet il est clair. Celui qui ne prend pas cela au sérieux est naïf. Il n'y a rien de pire en politique que la naïveté volontaire. C'est-à-dire, il est prévu justement de ne pas permettre. Car selon la France, c'est comme ça qu'elle le considère, Jean Lamberton le décrit, le dynamisme dans les affaires, le dynamisme économique, si on y ajoute le dynamisme, si on y ajoute le pouvoir politique, si on y ajoute l'alliance avec les peuples bassans, c'est comme si on a laissé l'Allemagne et la Russie se réunir. Vous voyez bien que les États-Unis font la même chose. Quand ils ont explosé le Nord Stream 2 pour empêcher justement que les Allemands, qui ont le know-how, se fassent une sorte de coalition économique énergétique avec les Russes qui ont la ressource. Ça mettrait à mal l'hégémonie américaine. Il ne faut pas. Donc de la même manière, il faut empêcher que ceux qui peuvent mettre à mal les intérêts français au Cameroun se réunissent et parviennent à posséder le pouvoir. Vous avez donc vu comment, en marge des élections, il y a 2 ans, M. Emmanuel Macron a nommé un ancien général d'armée, Thierry Marchand, l'ambassadeur de France au Cameroun. Pourquoi un général? Et comme par hasard, une fois Maurice Kamto évincé, le général quitte le Cameroun. Dans la foulée, vous avez vu le patron de la gendarmerie, M. Hubert Bonneau, qui dirigeait le GIGN en France, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, et qui est aujourd'hui le chef justement des gendarmes. Il est venu passer en revue les trucs. Ça s'est passé sous nos yeux. Comme à l'époque coloniale, un gendarme en France vient et tout le monde a la tête baissée. Le ministre de la Défense, le ministre des Renseignements généraux, enfin le chef des renseignements, M. Martin Bargangele, le patron du CED, Galax Ketoga, le ministre de l'Intérieur, Atanganji, tout le monde a la tête baissée parce que le grand maître, le grand officier de la métropole est venu donner ses ordres. C'est-à-dire, le pouvoir à Yaoundé actuellement est serein pour 2 raisons. Ces 2 raisons-là. La première, la métropole qui m'a toujours soutenu me soutiendra toujours. Pour ceux qui ne le savent pas, si le pouvoir de Paul Biya a été maintenu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les Français sont là. Allez lire les travaux de François-Xavier Verschave. Allez lire l'interview de M. Loïc Le Floch Préjean, qui était patron de ELF, devenu Total. Le Floch Préjean dit que nous avons versé 50 millions de francs à Paul Biya en matériel de répression pour contenir la contestation anglophone dans les années 92. Nous avons, on a envoyé Jacques de Watre, qui était le patron de la DGSE, à l'époque ça s'appelait
le service de documentation extérieure et du contre-espionnage pour déminer, pour nettoyer l'armée, c'est-à-dire liquider tout ce qui, à l'intérieur de l'armée, prévoyait de renverser Paul Biya. Ce sont les Français eux-mêmes qui le disent. C'est-à-dire, on nous explique qu'au début des années 2000, il y avait encore une centaine d'officiers français qui, justement, à l'intérieur de l'armée camerounaise, s'arrangeaient à ce que les soldats soient moulés selon les désirs de la métropole. D'ailleurs, même aujourd'hui, le patron du BIA. Bref, dans la foulée, donc, vous avez vu ce que je viens de mentionner, Hubert Bonneau et autres. Ça fait donc que le soutien de la France. Vous n'avez pas vu Emmanuel Macron s'indigner de la violation de toutes les lois du Conseil constitutionnel. Vous n'avez pas vu la France s'exprimer, car ça ne les dérange pas. C'est le plan. La France préfère un Paul Biya vieillissant, qui lui garantit la mainmise sur son précaré, comme Maurice Kamto qui vient vous parler de l'AES à la place de la République. Il est malade. Il vient c'est le cauchemar absolu du bloc occidental. L'émergence d'une sous-région puissante, l'Alliance des États du Sahel. On se souvient de la volonté de la frénésie avec laquelle Emmanuel Macron était prêt à aider Alassane Ouattara à intervenir aux côtés de la CEDEAO au Niger pour réinstaller Mohamed Bazoum, soi-disant l'ordre constitutionnel. Donc, quand tu viens à la place de la République et tu dis soutenez l'AES, en gros, tu as creusé ta propre tombe. Cela signifie donc que nous avons un seul allié à nos côtés, et c'est justement cet allié-là qui fait la deuxième raison pour laquelle le régime Biya est serein. Le régime Biya est certain que le peuple camerounais ne se mobilisera jamais pour le faire tomber. Ils en sont convaincus à 1000%. C'est pour ça qu'ils commettent tout acte de violence que vous voyez au quotidien dans leur tête. Ils savent que les Camerounais sont des peureux, sont des poltrons, sont des couards qui ne vont jamais rien faire. On peut tout leur faire, ils ne vont rien faire. On peut tout leur faire subir, jamais ils ne répondront. Maintenant, pour donner une illusion de pluralisme et de bureaucratie, on ne va pas museler tout le monde. On a laissé certaines structures faire certaines actions dans certaines zones du Cameroun. On a vu certaines personnes renverser la voiture du sous-préfet, on n'a pas vu d'arrestation, on n'a pas vu ce genre de choses, car on a besoin d'une certaine opposition plus légère, parce que la dictature ne peut pas survivre si elle n'applique que la dictature. La dictature a besoin d'une couverture de démocratie pour pouvoir dire à l'international, et regardez, on est démocrate, regardez. Il y a des gens qui parlent, ils commettent même des actions, mais on ne leur fait rien, vous n'allez pas dire qu'on est des barbares et tout. Ils en ont besoin. Et Maurice Kamto en parle dans son livre L'urgence de la pensée. Dans un système autocratique, je cite, la proclamation de la démocratie ne sonne pas le glas de la dictature. Cela signifie que c'est pas parce qu'on a dit qu'on est une démocratie que les éléments de la dictature disparaissent. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on dit que Paul Biya est une dictature que vous n'allez pas voir des choses qui s'apparentent à la démocratie. Le diable a besoin d'un bon maquillage pour mieux séduire. C'est aussi simple que ça. Et donc, lorsque c'est l'opposition véritable, l'opposition qui dérange, l'opposition qui énerve, on viole toutes les lois pour empêcher cette opposition d'émerger. C'est pour ça que le régime actuellement considère, et c'est le seul point commun que j'ai avec Paul Biya, c'est mon avis personnel, mais je le défends parce que pour moi, il relève d'une observation pragmatique des faits. Les élections sont terminées depuis le 4 août 2025. Elles sont terminées, c'est-à-dire ce qui va se passer le 12 est un script où on demande aux gens d'être de simples figurants. D'ailleurs, on voit comment des opposants qui devraient en fait, parce que quand on dit qu'on veut présider au décimé des Camerounais, on devrait leur montrer comment on peut se sacrifier